Les agences de placement de filles de ménage foisonnent depuis bien d'années à Abidjan et à l'intérieur du pays. Leurs pratiques varient d'une agence à une autre. Mesdames et messieurs, quel est votre regard sur ces agences de placement de filles de ménage? Dans cette émission, nous irons comprendre leur mode de fonctionnement. Comment les filles sont-elles recrutées et dans quelles conditions travaillent-elles? Quels sont leurs rapports avec leurs employeurs? Mesdames, Messieurs, bienvenue sur RTI 2 et sur Fréquence 2. Bonsoir. Invité pour le débat Agence de placement et filles de ménage, Madame Chantal Kouadio, épouse Ayemou, elle est la présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, abréviation RIDEF. Elle va nous rejoindre, madame. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Voilà. Également, dans l'émission des responsables d'agences de placement, association de travailleurs et travailleuses domestiques, et bien sûr, une consultante en droit social. Et vous, chers amis publics, qui sont avec nous, applaudissez-vous. Voilà. Madame Aymour, bonsoir. Bonsoir, oui. Vous êtes la présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, le RIDEF. Pourquoi déjà cette prise de position? Je vous remercie. Le RIDEF, comme vous l'avez si bien dit, est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme parce que nous estimons que c'est une frange de la population qui est assez vulnérable dont il faut protéger. Voilà. Alors, la femme, l'enfant, on va dire, constitue le cœur de vos débats, constitue le cœur de votre combat. Évidemment, c'est fait à dessein. Quelle est la situation de la place de l'enfant et de la femme dans notre pays? Par rapport à notre pays, il faut dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées en ce qui concerne la protection de l'enfant et de la femme. Il y a un ministère qui est dédié à cette frange de la population, que je salue d'ailleurs pour toutes les actions que ce ministère mène. La Côte d'Ivoire travaille à l'éducation de l'enfant. La Côte d'Ivoire travaille aussi à la promotion des droits de la femme dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons d'agences de placement et de filles de ménage. Quel commentaire notre sujet d'aujourd'hui vous inspire? Je pense que nous sommes bien placés pour parler de cette thématique parce que depuis quelques années, donc, notre organisation travaille sur cette question, la question de la protection du travailleur domestique et la question de la réforme du secteur du travail domestique. Et donc, nous voulons remercier la RTI encore pour cette occasion qu'elle nous donne de parler encore de cette thématique qui est importante et qui tient au cœur de l'organisation que nous dirigeons. Très bien. Amis jeunes, je voudrais m'adresser déjà à vous. Qu'entendez-vous par agence de placement et par filles de ménage? Derrière vous. Oui. Les femmes de ménage sont ces dernières-là qui nous aident à la maison. C'est-à-dire ce sont des personnes qui aident au ménage, à la vaisselle et à toutes les activités de la maison. Oui. Et les agences de placement, ce sont des structures qui permettent à des personnes de pouvoir avoir des familles d'accueil afin de pouvoir travailler. Très bien, d'accord. Un autre avis? J'entends par agence de placement des entreprises mises en place pour recueillir des filles sans emploi afin de les aider. Et par filles de ménage, j'entends des femmes qui sont là pour nous aider dans nos maisons et qui sont aussi des femmes très importantes dans nos vies. Il y en a dans votre maison? Oui, oui. Il y en a combien chez vous? Bon, 4. 4? Oui, oui. Elles font quoi les 4 dans la maison? Les 4, bon, chez nous, oui, on fait des activités, on fait du commerce. D'accord. On vend du placali matin et à midi, on vend les mets africains. C'est-à-dire du riz, du foutou avec de la sauce graine. D'accord. Donc, en fait, ils sont dans la restauration, en fait. Oui, oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Chers amis, à vous la parole de ce côté-là. Quand j'entends parler de filles de ménage, ce sont les femmes qui nous aident à la maison, surtout qui aident les parents. Quand les parents ne sont pas à la maison, les femmes sont là pour s'occuper des enfants, la cuisine, les vaisselles, tout ce qui se trouve dans la maison. Rapidement, une dernière intervention. Pour moi, les filles de ménage sont des filles dont nous avons besoin pour toutes les tâches ménagères d'une maison. Et puis elles sont rémunérées chaque fin du mois. Mais les agences de placement, ce sont des agences qui permettent de recruter des jeunes filles. Se basant certainement sur des critères. Voilà. D'accord, ok, on vous a compris. Madame Ayemou, pour qu'une fille débarque dans un ménage, dans une maison, il y a évidemment un processus, non, je pense?
Bien évidemment qu'il y a un processus, mais généralement, ce qui se fait, c'est de bouche à oreille. Ce qui se fait sur le terrain. Pour ceux qui sont un peu plus... il y a certaines personnes, qui s'adressent aussi à des structures, à des personnes, mais nous déplorons tous la façon dont ces structures-là se présentent. Sinon, une agence de placement, c'est une structure qui est légalement constituée. C'est-à-dire qui est déclarée de façon légale. Qui a un registre de commerce. Voilà, qui a un registre de commerce qui est reconnu par les autorités. Okay. Et qui exerce en recrutant du personnel de maison et qui les forme, qui les place dans des ménages, ensuite qui fait le suivi. Voilà, mais ce n'est pas toujours évident que nous puissions voir toujours ce processus-là. Très bien. Et qu'entend-on par fille de ménage? Bon, les filles de ménage, c'est des personnes comme vous et moi qui sont recrutées par des agences de placement et placées dans des familles et qui exercent, qui font toutes les tâches dans une maison moyennant une rémunération. Très bien. Madame, Messieurs, nous avons réalisé un micro-trottoir. La question est la suivante. Quel est votre avis sur l'existence d'agences de placement de filles de ménage? Magnéto. En ce qui concerne le placement de servantes, je pense que c'est quelque chose qui est bien parce que ça offre de l'emploi aux uns aux autres. Mais néanmoins, ça doit être bien organisé dans la mesure où on constate qu'aujourd'hui, les servantes sont vraiment moins bien traitées. Ce que je souhaite, c'est que si vraiment ce système existe, il faudrait que ça soit pris au sérieux, que l'État de Côte d'Ivoire puisse veiller à ce que tous les placements de servantes soient faits dans de bonnes conditions. Je pense que ce n'est pas mauvais d'avoir quelqu'un à côté pour aider une famille. Lorsque la famille n'est pas disponible, c'est-à-dire madame n'est pas là, une servante est la bienvenue. Pour moi, je crois que c'est une bonne chose parce que dans toute famille, pour des parents qui sont tout le temps occupés, ils ont toujours besoin de quelqu'un qui sera près de ses enfants pour pouvoir les surveiller parce qu'ils ne seront pas toujours là pour prendre soin d'eux. Donc ils ont besoin de ces personnes-là pour subvenir aux besoins de leurs enfants. À mon avis, c'est très important. Et seulement ce que je déplore un peu, souvent leurs conditions de vie. Dans la mesure où on a souvent contacté qu'il y a des servantes qui sont vraiment utilisées. Et puis ensuite, souvent, elles travaillent trop. Je pense qu'il faut vraiment améliorer leurs conditions de vie. Si vous arrivez sur les antennes de RTI2 sur fréquence de nous parlons aujourd'hui d'agence de placement et de filles de ménage. Madame Mayemou, un petit commentaire suite donc à ce micro-trottoir que nous avons vu et entendu aussi. Ce que je retiens, c'est que tout le monde a souligné que le personnel de maison est d'une importance capitale aujourd'hui pour nos différentes familles. C'est ce que je retiens dans le micro-trottoir. Et donc, partant de ce fait-là, il va falloir leur accorder, je vais dire, un traitement assez spécial. Voilà. Très bien. Alors, nous avons un représentant d'agence de placement dans cette émission, M. Souleymane Bamba, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, voilà ce que pensent les Ivoiriens dans leur majorité. Ils estiment que vous êtes là, mais votre boulot n'est pas aussi visible, vous ne faites pas suffisamment de choses. On vous reproche tellement de griefs. Est-ce qu'ils ont raison de penser comme ça? Vous savez, l'opinion, on est libre de s'exprimer, d'apprécier comme on l'entend. Parce que ça dépend aussi des expériences que chacun a vécues lors d'un recrutement ou lorsqu'on va chercher une fille auprès d'une agence de placement. Voilà, donc à partir des expériences vécues, chacun apprécie. Alors avec autant de griefs qu'on vous porte, qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre image, je veux dire? Oui, en fait... on vous accuse, Oui, je ne peux pas ici porter le manteau de tous les agents. Absolument. Voilà, aujourd'hui, je ne peux peut-être que m'exprimer par rapport à comment nous nous organisons dans notre activité. Tout à fait, oui. Voilà, donc nous, notre structure, on fait un recrutement. Le recrutement se fait sur la base d'un test psychotechnique. On échange avec les filles et avant de effectivement les recruter. Et ce qui fait que parfois, il y a des filles qui arrivent, qui ne savent pas toujours ce qu'elles veulent. Il y en a qui arrivent là parce que elles n'ont pas trouvé mieux ailleurs, alors que c'est un boulot à part entière. Comme tous les boulots. Et donc, quand on échange, on fait un recrutement. Et le recrutement est là, et puis avec une base de données. Et quand les ménages nous sollicitent, ils nous donnent les critères, n'est-ce pas, afférents à Justement, parlons des critères. Oui. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous appuyez pour retenir ou ne pas retenir dans votre agence, par exemple? Déjà, Quels sont les éléments? On commence déjà par l'âge.
L'âge, le minimum c'est 18 ans. 18 ans. Voilà. D'accord. Au moins, il faut que le demandeur d'emploi, n'est-ce pas, au moins la majorité, au moins 18 ans. À partir de là, on lui demande qu'est-ce qui t'a motivé, n'est-ce pas, à venir faire ce travail. Parce que le travail des ménages ne voudrait pas venir là parce qu'on n'a pas trouvé mieux ailleurs, comme je le dis. Pour la motivation, il faut savoir qu'est-ce qui a motivé la personne qui veut vraiment exercer cette activité. Et ensuite, on lui demande dans quelle famille, n'est-ce pas, où il a travaillé, quelles sont les expériences que la personne a vécues, quels sont ses rapports avec ses anciens patrons. S'il n'a jamais fait ce travail, on lui dit effectivement que en fait, ce travail a besoin d'un minimum. C'est-à-dire, d'abord, il faut avoir des qualités, il faut avoir une qualification, il faut savoir faire le travail parce qu'il y en a qui arrivent là, comme ça, sans qualification. Alors justement, celles que nous employons généralement sont là pour faire la cuisine. Dans un premier temps, c'est pour la cuisine qu'on les emploie. Deuxièmement, peut-être pour s'occuper de la maison, c'est-à-dire surveiller les enfants. Et quand on va plus loin, c'est s'occuper de la maison, mais autrement, en lavant les assiettes, la vaisselle, les habits et tout le reste. C'est ça ou pas? Oui, mais justement. En fait, quand elles arrivent là, on leur pose des questions. Parce qu'il y a des filles par exemple, qui disent que je veux seulement faire le travail de nounou, c'est-à-dire surveiller un bébé, voilà, occuper le bébé. En ce moment, on l'écoute et puis on lui demande quelles sont ses expériences, qu'est-ce qu'elle a fait auparavant, si elle a des enfants et tout ça. Et pourquoi pas un autre boulot? C'est-à-dire si elle veut faire, pourquoi pas le ménage, pourquoi pas la cuisine, ainsi de suite. En fonction donc de ces questions qu'on leur pose, maintenant, elles nous disent pourquoi elles ont choisi de faire ce métier. D'accord. Voilà. Ok, parfait. Mais il n'y a pas que les femmes, les jeunes filles que vous recrutez, mais il y a aussi ce qu'on appelle les boys, les hommes. Oui, en fait, il y a plusieurs catégories. C'est ça. Oui, il y a des jeunes filles, il y a des hommes, il y a des hommes. Les hommes, c'est les papas ou bien c'est des jeunes? Non, c'est des hommes, c'est des pères de famille, c'est des personnes d'un certain âge qui font la cuisine européenne et bien d'autres choses. Et qui sont très bien rémunérés. Ils sont très bien rémunérés et donc, comme je le dis, c'est un boulot à part entière. Donc ceux qui veulent s'adonner à cette activité doivent être vraiment prêts. C'est-à-dire sur la qualité du travail. Et si on ne maîtrise pas, il faut qu'on aille apprendre. Il y a des organisations, il y a des ONG qui forment, n'est-ce pas, le personnel de maison. Quand elles sont vraiment formées, elles viennent nous solliciter. Et en ce moment, les ménages qui nous sollicitent aussi, on les place auprès de ces ménages. Très bien, d'accord. C'est-à-dire que ces personnes que vous recrutez, elles ont des formulaires, chacun a son registre d'information. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont déclarés à la CNPS? Oui, en fait, dans le contrat que nous signons avec les employeurs, on leur demande de déclarer les employés à la CNPS. Et donc, souvent, le souci des ménages, c'est qu'ils nous disent que souvent, ces employés qui viennent, souvent ne sont toujours stables. Et quand ils arrivent, 1 mois, 2 mois, et puis bon, tout de suite, ils arrêtent le boulot. Parce que sûrement, donc les employeurs ne sont pas tout de suite prêts à aller les déclarer à la CNPS. C'est le souci souvent des ménages. C'est ce qui nous revient souvent. Très bien. Alors, juste à côté de vous, nous avons Madame Nguessan Virginie. Vous êtes consultante en droit social. Hein? Oui, alors, que vous inspire tout ce qu'on vient de dire jusque-là? Quel petit commentaire pour nous faire? Le commentaire que je peux faire, c'est que, comme Mme Ayomoun l'a défini tout à l'heure, le travail domestique est quelque chose qui s'impose aujourd'hui à tous les ménages. Et par conséquent, il importe d'organiser le secteur. Et je voulais saluer le RIDEF qui fait un travail formidable et aussi saluer mon voisin d'à côté parce que j'ai cru comprendre que lui, il travaille de façon professionnelle. Donc, c'est un travail à part entière, comme il a dit. Et tout le monde gagnerait à ce que ce travail soit bien organisé. Très bien. Je m'explique. Oui. Aujourd'hui, les maisons de placement répondent aux sollicitations des familles et donc mettent à disposition de celles-ci des filles. Mais la difficulté, c'est que généralement, ces filles ne sont pas formées. Et il n'y a pas de contrat de travail. Et il peut arriver même que les agences qui placent ces filles-là n'aient même pas le minimum d'informations sur ces filles. Si bien que quand les familles sont confrontées à des difficultés, elles ne savent pas vers qui se tourner. Concernant aussi les filles, elles n'ont pas souvent de protection. Parce que les ménages ont comme prétexte leur instabilité et aussi le manque de formation. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur les conditions de travail tout à l'heure, mais on va passer la parole aux jeunes, puisqu'ils sont juste derrière vous. Chers amis, alors chez vous, vous avez des filles de ménage. Quels sont vos rapports avec ces filles de ménage-là? La fille de ménage qui se trouve chez nous à la maison, le courant passe à merveille. Pourquoi?
Parce que moi-même, je suis un homme qui est aimable. Et quand une fille est là, je joue de mon aimabilité pour qu'elle aussi, elle soit aimable. Donc le courant est parfait. Le courant passe bien. D'accord. Je vous ai dit dans l'émission, nous avons des filles de ménage qui sont avec nous. Elles vont prendre la parole. Prenez le micro, s'il vous plaît. On dit au début, quand vous venez, vous êtes gentil. Après, vous changez de comportement. Ça dépend des patrons. Souvent, quand ils viennent dans les agences, le contrat que vous avez signé, c'est pas ce qui se passe. Donc, quand c'est comme ça, tu ne peux pas faire ton travail que tu peux faire. Il te dit c'est pour faire la cuisine. Arrivé à la maison, tu constates que tu dois faire le ménage, faire la vaisselle. C'est toi qui dois tout faire dans la maison. Pour un salaire de 35 000. Ça peut pas, tu ne peux pas. Et quand tu lui dis non, elle s'oppose. C'est ton travail, c'est pour cela que je t'ai appelé. Si tu ne peux pas, il faut partir. Mais je vais partir, ce n'est pas le contrat qui a été signé entre vous et moi. Ah ouais. Donc c'est comme donc ça. Du coup, là, donc du coup, le courant ne passe plus. Ouais, là, ça commence à s'animer, là. Les relations deviennent très tendues. Juste à côté, une autre dame de ménage. Je n'ai pas trop de choses, trop de commentaires à dire là-dessus parce que je peux dire que c'est une famille. C'est une famille là-bas. Donc je n'ai pas trop de choses à dire. Le courant passe à merveille. Il y a certains crochements de fois, mais on essaie de régler ça comme une grande famille et ça passe. Très bien. Mademoiselle Sandrine Akafou, elle est la présidente de l'association des travailleuses domestiques. Oui. Avez-vous déjà fait ce métier? J'ai été d'abord employeur. C'est-à-dire? Pendant 10 ans. Vous avez travaillé pendant 10 ans? Non. Non, encore. J'ai employé pendant 10 ans et je me suis retrouvée employée après. Pourquoi? C'est les circonstances de la vie. D'accord. J'ai employé des gens chez moi qui ont travaillé chez moi pendant 10 ans. J'ai eu de très bons rapports avec eux. Et les circonstances de la vie m'ont amené j'étais à l'intérieur et je suis arrivée à Abidjan. Je suis arrivée à Abidjan, je me disais, mais donc retourner en famille, trouver une situation, bon, il me faut travailler. Et j'arrive dans une famille où je passe vraiment un bon temps. Mais là, je faisais la cuisine. Et en faisant ce travail-là, j'ai compris que être employé de maison n'était pas aussi facile. Parce qu'il faut être dans la peau de ces personnes-là pour pouvoir mieux les défendre. Et j'ai trouvé dans ce milieu-là des personnes qui ont fait 25 ans de service, 30 ans, mais qui sont dans ces mêmes familles. Mais je me dis, mais si ces dames-là s'en vont demain à la retraite, qu'elles n'arrivent plus à travailler comme il se doit, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et c'est ce pourquoi nous avons mis cette association. En tout cas, depuis combien d'années elle fonctionne, l'association? Depuis 2013. 2013, très bien. Madame, monsieur, nous reviendrons tout à l'heure à vous. Personnel domestique et employé de maison donc s'accusent mutuellement. Dans leur rapport, qui reproche quoi à qui? Élément de Magnéto maintenant. Il y a certaines servantes, une fois arrivées chez leur patron ou bien chez leur patron, n'accomplissent pas réellement ce que leur patron leur dit de faire. Par exemple, on dit, bon, tu es venu soit pour faire le ménage, mais elles ne le font pas. Elles laissent ça là, et puis elles font d'autres choses. Il y a certaines servantes même qui laissent le travail qu'on leur donne et qui sortent pour aller soit aller rendre visite à leurs copains sans même le consentement de leur patron. Il y a certaines servantes qui sont aussi très méchantes, qui frappent même les enfants qu'on leur laisse et qui ne font pas bien le travail qu'on leur confie. De l'autre côté aussi, il y a certaines patronnes qui sont vraiment très exigeantes. Si vous voyez, quand elles confient une tâche à une servante, soit tu es venu pour être nounou, la servante dans son esprit c'est d'être une nounou. Quand on leur confie cette tâche, les patronnes confient encore certaines tâches au-delà de ça. J'ai l'habitude même de placer les servantes. Quand les filles arrivent, elles ont une manière de se comporter aussi dans leur service. Et moi, on m'interpelle. C'est pourquoi j'ai toujours félicité ma nièce. Quand tu arrives chez elle, tu ne peux pas savoir qui est servante et qui n'est pas servante. Elle met tous ses enfants au même niveau. La fois dernière, je suis arrivé, elle dit, tonton, je dis oui. Elle dit, mais ta fille là? Elle dit, oui, c'est ma fille. C'est ma fille. Mais je dis, mais depuis quand tu as eu cette fille là, cette grande fille là? Elle dit, oh, tonton, c'est ma fille. C'est quand elle m'accompagnait. Elle a dit, non, tonton, c'est une servante. Madame Aïmou, alors votre avis sur ce magnéto que nous venons à l'instant de voir? Est-ce qu'on a entendu aussi? Apparemment, le dernier intervenant, il a signé par une anecdote. Oui.
en fait, nous avons constaté que de part et d'autre, que ce soit au niveau des travailleurs domestiques comme au niveau des employeurs, pardon, il y a chacun lance la pierre à l'autre. Tout à fait, oui. Mais en fait, ce que je voulais soulever, c'est que nous avons besoin de sensibiliser. Nous qui travaillons sur la question, autant nous avons besoin de sensibiliser les travailleurs eux-mêmes que les employeurs également. Parce que tant qu'on n'a pas compris que c'est un travail comme tout autre, on va toujours s'accuser mutuellement. Et puis, voilà. Donc, il faut sensibiliser les filles elles-mêmes pour qu'elles sachent que c'est un travail qu'elles sont en train d'exercer pour gagner pour avoir leur pain quotidien. Et sensibiliser également les employeurs à ce que le travail domestique est un travail comme tout autre travail. Donc, il faut respecter il faut respecter tous ceux qui font ce travail-là. Et que mutuellement, s'il y a un respect, je pense que les relations vont bien se passer. Alors, je vais m'adresser à M. Souleymane Bamba. Vous faites du suivi lorsque vous faites le placement de ces jeunes filles-là. Et dans quelles conditions elles travaillent généralement pour celles qui vont faire un retour? Oui, effectivement, on fait du suivi. Parce que je ne vois pas quel sera notre rôle si on ne suit pas ces filles qu'on place. Parce que déjà, quand elles arrivent, il y a un recrutement qui est fait. On prend toutes les informations, n'est-ce pas, concernant ces demandeurs d'emploi. Comme je le dis, demandeurs d'emploi, comme c'est dans un cadre un peu plus exceptionnel parce que c'est dans un domicile. Sinon, c'est des choses des employés. Donc, on prend toutes les informations. Et quand il s'agit de leur proposer à un ménage, on échange, on définit les conditions de travail et il y a un contrat de travail qui est là. Donc, le contrat est obligatoire à la signature? Obligatoire. Le contrat, on le passe entre qui? Entre l'employé et l'employeur. Voilà, nous, on joue. Et vous faites quoi? Nous, notre rôle, on joue l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on fait l'arbitrage. Donc, du coup, comme nous, à notre niveau, on est assisté par des juristes. Et par moment, s'il y a des soucis en ce qui concerne les responsabilités de chaque partie, voilà, donc on fait appel à notre juriste qui essaie de gérer la situation à notre niveau. Et lorsque nous voyons que les données, en fait, la situation dépasse nos compétences, on va les structures de tutelle. Très bien. Alors, Sandrine Akafou, la fille de ménage doit-elle dormir chez son employeur? Oui. Est-ce que c'est écrit dans son contrat? Une fille que vous recrutez, est-ce qu'elle doit dormir dans votre maison? Cela dépend de l'employeur. Ouais. Cela dépend de l'employeur. Il y a des employeurs qui ont besoin que le travailleur domestique dorme à domicile. Ouais. Il y a des employeurs qui ont besoin que le travailleur domestique ne dorme pas à domicile. Donc c'est d'abord dans le contrat, en début de contrat, qu'on signifie tout cela d'abord. C'est possible. Oui, la même question, mais j'ajoute à cela la durée des heures de travail. Ce que je voulais signaler, il faut dire qu'au niveau international, il y a une convention de l'Organisation internationale du travail qui régit tout ce secteur d'activité-là. Et cette convention-là définit clairement les différents aspects à aborder dans un contrat de travail qui lie le travailleur domestique à un employeur. Notamment les heures de travail, convenir de si oui ou non la personne doit dormir ou pas. Si elle dort, il y a un coût. Si elle ne dort pas, il y a également un coût. Et donc, il y a une convention qui régit ce secteur d'activité-là et qui définit les différents éléments. Mais pourquoi est-ce que, au constat, je veux dire, généralement, la plupart des filles qui travaillent chez des gens, elles dorment là-bas? Elle l'a dit tout à l'heure, c'est au besoin, c'est l'employeur qui exprime son besoin. De dire que moi, je veux une fille qui dorme. Parce que très souvent, on en abuse. Quand elle dorme, elle travaille jusqu'à 24 heures. Elle se réveille à 1h, 2h du matin pour continuer encore le travail. Donc, c'est à la demande de l'employeur. Voilà. Très bien. Une étude a été menée en 2014 dans les communes de Cocody, Abobo, Marcory et Pougon. Je vous transmets, Madame Nguessan, donc les statistiques. Proportion des personnes dans le secteur du travail domestique, 22,8% entre 10 et 17 ans, 30% entre 18 et 30 ans, durée de travail par jour, 95% donc des enquêtés travaillent plus de 8 heures par jour, salaire, 26,4% des employés donc enquêtés sont privés donc de salaire. Salaire moyen, 23 000, près de 100 francs CFA, inférieur donc au SMIC. 38,5%, congés fériés pas payés. Alors, madame, que vous inspirent ces chiffres-là? Ces chiffres-là m'inspirent plusieurs commentaires. D'abord, la tranche d'âge. On constate que y a une bonne frange de la population domestique qui travaille très tôt, à partir de 10 ans.
Ce qui n'est pas autorisé par la loi ivoirienne normalement. Parce que selon le Code du travail, c'est à partir de 17 ans qu'on peut mettre un enfant déjà à l'apprentissage. Donc, employant les filles déjà à partir de 10 ans, je peux dire que soit les parents, soit les employeurs sont déjà en faute. Parce que la plupart du temps, les filles qui travaillent très jeunes, leur travail est organisé par la famille. La famille se dit, nous avons notre enfant qui n'a pas pu être scolarisé, on va donc le confier à une tante ou à une cousine. Parce qu'on voudrait bien que l'enfant vienne en ville, chez un membre de la famille. Donc ces filles-là travaillent très tôt. Mais il arrive aussi que ces personnes qui reçoivent ces filles-là les placent auprès de d'autres familles moyennant rémunération. Et là, ce n'est pas correct parce que c'est des enfants qui ont besoin de faire leur enfance. Donc il ne faut pas contraindre ces personnes-là à travailler très tôt, disons même à être exploitées. Et les plus âgés? Maintenant, les plus âgés, eux, ils sont dans un contrat de travail, en bonne et due forme. Et généralement, le contrat de travail, c'est l'accord des parties. L'employeur exprime le besoin, le salarié, il répond, et c'est moyennant rémunération. Et la rémunération, c'est discute. Mais en Côte d'Ivoire, il est établi que le SMIC est à 60 000 francs CFA. Et donc, il faut faire la part des choses. Comme Mme Ayoun l'a signalé tout à l'heure, il y a une partie de la population qui loge chez l'employeur. Donc parce qu'elle loge chez l'employeur, donc l'argent a diminué? Non, pas du tout. Si l'employé loge chez l'employeur, cela suppose que l'employeur lui offre des commodités de la vie, notamment la couchette, la nourriture, les soins de santé. Et donc, on pourrait se dire que si la personne loge à la maison, qu'elle n'a pas les 60 000 francs, on pourrait éventuellement se dire qu'elle peut trouver ça dans le complément. Néanmoins, il faut quand même offrir un salaire raisonnable. Alors justement, ce salaire raisonnable, là, il est de combien? Je pense que si un employeur offre entre 35 et 40 000 francs de salaire à la servante qui loge à la maison, on pourrait compenser le reste là par les services en nature, par les prestations en nature. Mais il peut arriver que l'employeur paye au-delà de 60 000 francs. Ça arrive. C'est vraiment rare, ça. C'est rare, mais cela aussi existe. C'est combien normalement pour une personne qui travaille dans un ménage? Bon, la loi, il est établi que chaque travailleur doit servir pendant 8 heures. D'accord. Mais généralement, dans les ménages, on exagère un peu parce que c'est des filles qui se réveillent depuis 5 h, 6 h du matin et qui travaillent pratiquement à longueur de journée parce qu'on se dit qu'elles sont à la maison. Ce qui n'est pas du tout normal. Alors, je voudrais en appeler au RIDEF et à mon voisin de droite pour que ce travail-là soit organisé un temps soit peu. Parce qu'il n'est pas correct que quelqu'un travaille plus de 10 heures, 15 heures de travail sans repos. Donc, on peut organiser le travail. D'accord. Si le secteur de placement est bien organisé, on peut aussi organiser le travail domestique. Parce que nous qui travaillons la plupart du temps dans les bureaux, nous avons des temps de repos. Et ce n'est pas parce que quelqu'un dort chez vous que la personne doit travailler de façon discontinue. On vous a parfaitement compris. On vous a compris. Amis jeunes, à votre avis, la fille de ménage doit-elle se prendre en charge en cas de sinistre, à votre avis? Ouais. Quand tu es en entreprise, que tu as un accident de travail et les frais ne sont pas payés dans tes poches, c'est l'entreprise qui te prend en charge. Donc à la maison, si tu as un accident de travail, c'est le patron qui doit te prendre en charge. D'accord. Donc vous estimez que c'est le patron qui doit prendre la fille en charge si elle est malade, elle perd un parent, quelque chose lui arrive? Non, pas jusqu'à ce... Mais il peut payer le transport pour qu'elle... Oui, il peut payer. Là il peut pas. Voilà, il fait sa contribution. D'accord, sa contribution. Mais au niveau des accidents, là, les accidents ménagers, là, forcément... D'accord, ok, oui. La servante qui est à la maison, elle travaille sous l'autorité de son employeur. Donc, cette dernière-là, si elle est victime d'un accident, c'est l'employeur qui doit être à même de pouvoir s'occuper de ses besoins. Donc, il est important pour cet employeur-là de pouvoir gérer tout ce qu'il y a comme dépenses envers son employé. Très bien. Madame Ayoun? Je voulais un peu réagir par rapport à la question précédente, par rapport aux chiffres que vous avez donnés. Justement, par rapport aux chiffres. Je voulais signaler que cette enquête a été faite par notre organisation en 2014 parce que nous avons été alertés par un appel anonyme qui nous signalait le cas de maltraitance d'une petite fille de 12 ans qui était dans un ménage comme travailleur domestique. Et quand nous sommes partis, c'était vraiment écœurant de voir cette petite fille-là sous le poids des travaux ménagers qui donnait l'allure d'une vieille personne
Et ce jour-là, elle avait été battue par sa maîtresse de maison qui lui a même mordu son pouce. Ouh là là. Voilà. Et c'est cette situation qui nous a... Inspiré. Qui nous a interpellés et qui a fait que nous avons regardé de plus près ce qui se faisait dans les maisons, dans les ménages qui sont des domiciles privés, où tout le monde n'a pas accès forcément. Et voilà, c'est les chiffres que vous avez donnés. Nous avons retrouvé des enfants employés et quand nous avons posé les questions, on dit non, ils sont plus dociles, ils respectent, ils travaillent mieux que les grandes filles. Nous avons rencontré aussi des personnes qui travaillaient, qui ne percevaient pas leur salaire, les salaires qui étaient perçus par une tierce personne. Nous avons rencontré aussi des femmes qui ont travaillé pendant 30 ans, 15 ans, elle a souligné tout à l'heure, qui n'avaient jamais bénéficié d'une sécurité sociale. À la vieillesse, elles n'ont plus de force pour travailler, elles deviennent quoi? Et donc cette situation nous a interpellés à faire un plaidoyer auprès de nos autorités. Parce que quoi qu'on le dise, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Aussi bien l'État que les agences de placement, que les filles, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Nous avons écouté le témoignage de Mme Sandrine Akafou tout à l'heure. Elle a employé pendant 10 ans. Et après, s'est retrouvée dans la situation d'un employé, d'un travailleur domestique. Pour dire qu'il faut réglementer la situation. Chacun peut gagner sa vie. Voilà. Et pour revenir à votre question... Ouais. En cas de problème. En cas de problème, il est important, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs eux-mêmes, qu'il y ait dans le contrat de travail cet aspect de déclaration à la sécurité sociale. Ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Quand on prend la base du SMIC, je ne pense pas que l'employeur puisse payer même, je vais dire, 20 000 francs ou 30 000 francs. Mais on ne le fait pas. On se dit, bon, d'ailleurs, c'est parce qu'on ne considère pas comme que c'est un travail comme tout autre. Dans une entreprise, la première réaction, quand on prend quelqu'un, on embauche quelqu'un, on cherche à régulariser toute cette situation. La sécurité sociale, une assurance santé, mais quand il s'agit des travailleurs domestiques, on n'en parle pas. Alors justement, est-ce que ce n'est pas mépriser leur travail, les sous-estimer? Pourtant, oui, on a besoin d'eux. Oui, c'est pour cela que je disais qu'il faille que nous puissions faire un travail. Aussi bien nous, organisations qui travaillons à la promotion de ce secteur-là, que les agences de placement, il nous faut faire un travail de sensibilisation, un travail d'éducation. Il faut informer la population et les filles elles-mêmes, elles ont besoin aussi de formation. Ouais. Très bien. Je voudrais revenir à Mme Guessant Virginie, je rappelle qu'elle est consultante en droit social. Alors, toujours au titre donc, de la même enquête, il ressort ceci, les violences morales donc, sont de 34,5% pour les humiliations, 47% pour les injures, 20% pour les privations, également autres violences morales, épouses, enfants et autres de nature, les violences physiques, séquestration, 48%, coups et blessures, 11%, droits de fait, 8%, les violences sexuelles, viol, harcèlement sexuel, attouchement, 24%, des enquêtes, les enquêtés donc, sont victimes régulièrement de violences. Et qu'est-ce qu'on fait? La loi dit quoi pour les protéger, Madame Nguessan? Mais la loi prévoit pour toutes les personnes qui sont victimes de violences, une procédure. Toutes ces personnes-là peuvent saisir les autorités judiciaires, à commencer par la police, et ainsi de suite jusqu'à l'autorité judiciaire. Est-ce que les filles la savent? Mais le problème en Côte d'Ivoire, comme Mme Ayemou le dit si bien, c'est l'ignorance. Il y a l'ignorance, et même pour ceux qui sont informés, il y a que, on se dit souvent, on a des préjugés sur l'autorité judiciaire. On se dit, quand je vais même aller essayer en justice, qu'est-ce qui prouve que je vais gagner mon procès? Donc on n'ose pas parce qu'on a déjà des prérequis, des préjugés contre l'appareil judiciaire. Mais il n'empêche que le droit est là. Quand vous êtes victime d'une violence quelconque, il faut saisir l'autorité judiciaire pour que vos droits soient défendus. Ouais, oui, pour qu'on puisse vous restituer, on puisse vous rétablir dans vos droits. Donc c'est la sensibilisation, c'est la formation qui pourra permettre à ces personnes-là de sortir de cette peur, de leur torpeur, pour pouvoir faire valoir leurs droits. Très bien. Alors, mademoiselle Sandrine Akafou, les situations de brimade, de violence sexuelle, mais également d'humiliation, d'insultes, d'injures, vous en avez connu? Tout à l'heure, on a parlé de formation et de savoir-faire, de savoir-vivre et tout ça. Vous savez que chaque personne, chaque travailleur a une éducation et vient dans une maison avec son éducation. Et face à son employeur, soit vous vous taisez carrément parce que c'est votre employeur,
Mais pour quelqu'un qui n'est pas formé, qui est analphabète, il va répliquer sur le champ. Mais, comme on le dit tout à l'heure, au niveau des travailleurs domestiques, il y a un grand travail à faire d'abord. Donc en fait, elles sont victimes de leur ignorance. Et quand tu es ignorant, il y a beaucoup de choses. D'accord. Derrière, oui, mademoiselle, est-ce que vous avez été victime d'attouchements sexuels, de violences sexuelles, d'insultes, d'injures? Moi, personnellement, une grâce pour moi, je n'ai jamais rencontré ces gens de difficultés. D'accord. J'ai toujours de l'harmonie avec mes patrons. D'accord. Alors, agence de placement et filles de ménage, comment faire face, bien sûr, donc, à tout ce qu'on vient de dire, chers amis? Effectivement, concernant ce secteur, en fait, ce problème, oui. Bon, les dérives, là, les dérives, bon, franchement, je veux dire qu'on a quand même eu la chance. Peut-être que c'est depuis le départ, c'est au moment de la rédaction du contrat de travail, quand on échange, et on interpelle les deux parties. On interpelle les deux parties, peut-être que c'est pour ça, nous, on n'a pas vraiment connu ces situations-là. Mais je crois qu'au passage, il arrive des fois où on nous fait des rapports et on prend acte et puis on approche l'employeur, on lui demande ce qu'il en est exactement. Et bon, souvent il arrive des fois où c'est un peu, chacun exagère un peu. C'est un peu chaud en fait. Voilà, donc du coup, bon, on essaie de trouver des moyens pour pouvoir... Pour temporiser, baisser le mercure. Oui, Madame Ayemou. Ok, je voulais réagir par rapport à la réaction que les travailleurs peuvent avoir face aux violations de leurs droits. L'enquête a démontré que sur cette population de 500, un peu plus de 500 personnes, il y a 95% de ces filles-là qui sont analphabètes, qui ne sont pas allées à l'école. Donc du coup, face à une situation, elles ne maîtrisent pas forcément les voies de recours. Mais par rapport à l'employeur, quand une fille fait quelque chose, l'employeur sait où aller pour se faire justice. Et ce n'est pas le cas pour ces filles-là. Vous comprenez? Ouais. Donc et puis, une autre chose, c'est que ce n'est pas toujours évident qu'elles puissent exprimer, elles puissent dire exactement ce qu'elles vivent. D'accord. D'accord. Amis jeunes, mesdames et messieurs, comment faire pour améliorer ce secteur, parlant bien sûr des agences de placement des filles de ménage et rendre ces filles plus professionnelles? Nous avons un micro-trottoir qui répond à cette question. Magnéto. Moi, ma solution, c'est une bonne organisation à leur niveau. Qu'ils soient organisés et que les filles soient suivies. Parce que souvent, il y a des cas de vol, on dit la fille a volé, tout ça là, elles ne sont pas suivies. Il faut des lois, voilà, pour protéger ces filles-là. Et aussi, il faut que ces filles-là, elles soient formées véritablement. Lorsqu'elles ne sont pas formées, elles vont dans des foyers. Bon, leur rendement n'est pas, c'est pas ça en fait. Donc il faut peut-être des institutions ou bien des écoles pour former ce genre de filles-là. De rendre le travail de servante comme un véritable travail en fait. Parce que en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, le travail de servante, ce n'est pas quelque chose de structuré. Pourtant, ces filles-là, ce qu'elles rendent vraiment aux familles, c'est énorme. La majorité des servantes, elles ont l'éducation des enfants. Elles ont la santé de la maison. Elles ont ça pour combien? Selon les communes, ça varie. Voilà, Coco dit ici, bon, peut-être 30 000, 40 000, 50 000. À Yopougon, Koumassi, dans les quartiers populaires, c'est pas évident. 20 000, 15 000. Elles sont surexploitées pour rien en fait. Merci de prendre du plaisir à l'écoute des programmes de RTI2 et de Fréquence 2. Nous parlons d'agence de placement des filles de ménage. Comment faire pour améliorer leurs conditions de vie? Madame Ayemou, votre petit commentaire là-dessus? Nous avons souligné un élément tout à l'heure, c'est la question de la formation. Il est important que ces filles-là se fassent former. Il est important qu'elles se fassent éduquer. Il y a des structures aujourd'hui avec lesquelles nous travaillons qui font la formation gratuitement. La formation aussi bien en alphabétisation qu'aussi bien de façon pratique dans le métier qu'elles exercent. Et donc, il faut qu'elles se rapprochent de l'association des travailleurs domestiques pour bénéficier de toutes ces formations. Parce que c'est quand on est formé qu'on peut revendiquer ses droits. Ouais. Quand on sait quelque chose, on sait bien faire cette chose-là, qu'on peut revendiquer ses droits. Il faut qu'elles se fassent former. Madame Guesson, doit-on leur faire signer un contrat de travail avant de les embaucher, à votre avis, ces filles de ménage? Un contrat en bonne et due forme, à votre avis? Je pense que si les filles signent les contrats avec les employeurs, ce serait à leur avantage.
Et cette tâche devrait être dévolue aux agences de placement, d'autant plus que la plupart de ces filles-là sont analphabètes, et donc elles ne sont pas formées à l'origine. Mais il serait aussi important qu'elles soient formées en matière culinaire, c'est-à-dire dans l'art ménager, avant même de se faire recruter par l'agence de placement qui leur trouve du travail. Et s'il y a un contrat, ce serait une bonne chose parce que dans le contrat, l'employeur et l'employé pourront spécifier les modalités pratiques du travail, les avantages, les droits et les obligations des uns et des autres. Et chacun sera protégé. Parce que c'est vrai, les employeurs, il y en a qui sont très très exigeants et qui sont même difficiles, voire désagréables. Mais il n'empêche que les filles aussi ne sont pas toujours des enfants de cœur. Donc le contrat pourra établir faire la part des choses et puis chaque partie s'en sortira satisfaite. Alors on constate qu'il y en a qui, aux périodes de fête, disparaissent. Est-ce qu'on doit systématiquement les libérer à cette période-là, dans le contrat? Est-ce que c'est prévu? Le contrat, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'accord des volontés. Et toute négociation est possible. Parce que le contrat devrait pouvoir stipuler que la fille de ménage doit servir à la maison pour telle fonction précise, il doit travailler, on doit lui spécifier aussi sa plage horaire journalière et elle devrait pouvoir prétendre aussi au bénéfice des congés annuels. Et si c'est le cas, en ce moment, ça peut faire l'objet de négociations. À l'approche des fêtes, si l'employé a la sagesse de prévenir l'employeur prend les dispositions et donc pourra mettre l'employé en congé temporaire. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ces filles-là bénéficient du congé. Et si c'est le cas, alors on pourra leur anticiper quelques jours de congé pour se rendre ça ne touche pas leur salaire, hein? Ça ne touche pas leur salaire du tout. Même si elles vont... Non, mais ça dépend. Dans le milieu du travail, il y a le congé payé, il y a la permission exceptionnelle, c'est-à-dire c'est toute une panoplie. Et ceux qui sont dans l'informel, nous, bon... Généralement, elles ne préviennent même pas. Quand il est question de Pâques, elles ne préviennent pas, elles s'en vont. Mais si elles préviennent leur patron, généralement, on leur donne même une semaine, mais c'est payé. Parce que c'est rares sont les patrons qui vont faire des précomptes sur le salaire d'une servante parce qu'ayant bénéficié de quelques jours de permission. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de ce programme, de cette émission. Agence de placement filles de ménage, Madame Ayemou Chantal, qu'est-ce qu'on a à retenir finalement de cette thématique? Je réitère nos remerciements à la RTI parce que depuis quelques années, donc, nous travaillons, nous nous battons pour les réformes au niveau de ce secteur et je pense que ce plateau est vraiment une aubaine, une occasion pour nous de pouvoir continuer le plaidoyer que nous faisons depuis 2013. Ce que nous pouvons retenir, c'est que présentement, le travail domestique est un secteur informel ici dans notre pays. Vous avez soulevé le problème de Pâques tout à l'heure. C'est dû au fait que le patron et l'employé, tout le monde travaille dans l'informel. Sinon, quand les choses sont bien définies, chacun connaît son rôle, on sait à quel moment se séparer, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand c'est dans l'informel, bon... La fille, le lendemain, vous venez, elle est partie, hein, elle ne vous demandera même pas la permission parce qu'elle sait que ça sera non. Donc, elle s'en va même sans vous dire au revoir. Mais si elle revient, elle peut travailler, non? Elle ne va même pas revenir. Elle va même pas revenir. Donc, l'appel que nous lançons, c'est que nous puissions quitter dans l'informel. Il y a des structures qui sont là aujourd'hui pour former ces filles, pour les placer. Parce que les familles aussi prennent des risques, hein, en allant dans les agences boutiques pour prendre des filles. Vous les prenez, souvent c'est des bandes organisées, excusez-moi, mais on en voit sur le terrain. Vous prenez une fille, le lendemain vous venez, elle a dévalisé toute votre maison, vous allez à la soi-disant agence, vous ne voyez personne, tout le monde a disparu. C'est des risques aussi que les familles prennent. Donc il faut aller vers les structures spécialisées, organisées, qui sont légalement constituées. Voilà, ça c'est clair. Madame, merci beaucoup. Merci. On va vous raccompagner, s'il vous plaît, voilà. Merci beaucoup, merci encore une fois. Nous allons passer à autre chose, c'est bien sûr modèle pour jeunes. Il est ivoirien, artiste attachant, au talent extraordinaire, ancien pensionnaire de l'Institut national des arts et actions culturelles INSAC. Il vit en France, il s'appelle Djiby Stéphane, on l'appelle Amos, on va l'accueillir avec des ovations s'il vous plaît.
va, ça va. Très bien. D'accord, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à exporter ton talent hors de nos frontières? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai étudié à Cocody, ici à Abidjan, à l'INSAC. En réalité, j'ai fait le Léa après le concours initié par le ministre Zadi Zaourou. Et puis après le Léa, après mon bac appelé H1, j'ai été en France pour approfondir mon art en art sacré. Et voilà comment je suis arrivé de l'autre côté. Voilà. Alors, l'autre côté, tu es beaucoup célèbre, mais ici, on ne te connaît pas vraiment. Il y a un problème, Amos. Alors, célèbre, c'est trop dire. Peut-être bien, hein, je veux dire... J'en sais rien. Après, j'ai eu quelques prix. Est-ce que c'est ça la célébrité? C'est sûr que ça donne... Est-ce que si tu en as reçu en Côte d'Ivoire? Ici, non. Mais alors, pourtant, là-bas, tu en gagnes, tu en reçois régulièrement. Hein. Oui, c'est vrai. C'est que en Côte d'Ivoire, après un certain nombre d'années en France, en Côte d'Ivoire, j'ai surtout assis mon business, mon entreprise artistique. Je n'ai pas spécialement pensé à faire un concours. Mais pour la simple raison que pour moi, après les années d'expérience en France, je rentrais chez moi pour commencer à vivre de mon art. Je ne vais pas dire que je n'ai plus besoin d'avoir de prix. Non, on a toujours besoin d'aller plus loin. Bien sûr. Mais le but, c'est d'une part vivre de ma passion et aussi proposer donc mes toiles au public, à la Côte d'Ivoire. Et vu que c'est beaucoup prenant, avec la renommée, la toute petite renommée que j'ai en France, je me suis dit que je vais déjà me lancer dans la vente et puis on verra plus tard s'il y a d'autres concours, on pourra aller plus loin. Alors justement, Amos, comment tu définis ton univers artistique? J'allais dire c'est ma vie. Ouais. C'est moi, quoi. En fait, on m'enlève la peinture, on enlève quelque chose de moi. C'est ce qui me fait vibrer de l'intérieur. Je vais définir mon univers artistique comme un moyen pour moi d'entrer dans le relationnel, de communiquer et de dire la beauté de la vie tout simplement qui s'incarne dans l'être humain aux autres. Très bien. Madame, messieurs, on va se permettre de voir ce papier couleur. C'est maintenant. Stéphane Dibi, alias Amos, est un artiste international qui vit en France et en Côte d'Ivoire. Né à Abidjan, Amos a été formé à l'INSAC, Institut National Supérieur des Arts et Actions Culturelles d'Abidjan, où il a reçu une formation de plasticien. Il s'est ensuite spécialisé dans l'art sacré de l'iconographie byzantine en France. Amos travaille aujourd'hui principalement la peinture sur toile et a adopté une technique expressionniste d'art moderne. Ses peintures à l'acrylique, essentiellement figuratives, expriment généralement des scènes ou des expressions de la vie quotidienne. Les toiles présentées par Amos se veulent expressives, fortes et passionnées. Depuis 2009, Amos présente ses œuvres principalement en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en France. Une fois arrivé dans les Landes en France, le travail de l'artiste se fait très vite remarquer et fait une fois de plus l'objet d'articles dans le célèbre journal Sud-Ouest. 2 fois de suite, en 2 années successives, 2012 et 2013, Amos Dibi est reconnu comme meilleur peintre en France où il lui est décerné des prix. En 2014, il est sélectionné par la directrice artistique du Top Marque de Monaco comme l'artiste de l'événement. Amos Dibi sera donc médaillé à Monaco pour son travail en 2015. Jeune, voici ton modèle. Waouh. Alors Amos, comment tu as réussi à percer ce milieu de white alors que tu es un gros black? C'est une aventure qui, j'allais dire, reste une aventure à risque quand même. Aujourd'hui, dans nos sociétés, nos parents, nos connaissances souhaiteraient que nous ayons un travail avec un salaire, un bulletin de salaire. Ça sécurise en tout cas. Et donc c'est une aventure, un risque que de se lancer dans l'artisanat. C'est de l'artisanat. Pourtant, mon rêve depuis petit a été de vivre de mon art. J'ai travaillé, vu que c'est une aventure, ça demande aussi de beaucoup se donner, hein, beaucoup travailler.
Et puis, donc, étant en France, lorsque je me suis installé en Touraine, c'est la région centre de la France, précisément dans la ville de Loches, j'ai très vite postulé dans l'association des artistes de Loches, où le responsable a beaucoup aimé mon travail et m'a proposé de participer à un concours international pour l'art plastique. Et je pense que de là est partie les autres reconnaissances. Parce que tout de suite, lorsque j'ai participé au concours, au milieu de 35 à 40 artistes, peintres et sculpteurs, j'ai été agréablement surpris le dernier jour que le jury m'ait choisi comme meilleur peintre de l'année 2012. Et donc, à la suite de ça, la mairie met des moyens. Il y a un diplôme qui est donné, il y a un trophée qui est donné. Et donc, la mairie s'engage à faire connaître l'artiste dans les autres villes et aussi dans les réseaux sociaux. À la suite de ça, une personne m'a appelé de Monaco en disant je suis à Monaco, elle est directrice artistique de ce qu'on appelle le Top Mark de Monaco. C'est un événement qui rassemble mais vraiment les VIP du monde entier. C'est des voitures de luxe qui sont exposées. Et toi, tu exposes tes peintures? Ben oui, parce que celle qui est directrice artistique a repéré mon travail sur Internet, m'a appelé, elle a dit « Je me propose d'être votre manager sur Monaco si toutefois vous le voulez. » Ben bien sûr. D'accord, alors on va garder l'histoire pour la fin. Chers amis, il est à vous, les questions donc peuvent venir. J'en vois les mains déjà levées. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Serge Julie. Ouais. Bonsoir, M. Stéphane Amos Dibi. Ouais. Dans vos différentes œuvres, quel est le thème central que vous traitez? Artistiquement, je fais le choix de sujets dynamiques. Un portraitiste qui fait un visage de photo d'identité sera moins accrocheur qu'un portrait de 3/4 ou de profil où les formes du visage donnent plus de dynamisme qu'un portrait de photo d'identité qui reste statique. Donc déjà, les sujets dynamiques m'intéressent, m'interpellent. Je fais beaucoup de postures, beaucoup de visages, pas trop de paysages, mais surtout l'être humain, les postures, les expressions de visage, les positions quotidiennes de chaque jour disent beaucoup et je travaille beaucoup sur les personnes. Aujourd'hui, c'est peut-être particulier, après c'est lié, c'est un choix personnel. Je veux faire de l'art religieux chrétien ma marque de fabrique. En France, j'ai beaucoup fait de l'art profane, de belles choses profanes bien sûr, et j'ai décidé depuis peu d'internationaliser ma marque de fabrique qui est l'art religieux chrétien. Très bien. Oui, mademoiselle. J'aimerais savoir pourquoi avoir choisi ce métier et qu'est-ce qu'il vous a apporté. Je pense que c'est ce métier qui m'a choisi. Je suis né avec cette passion de l'art plastique. Et comme je le disais à l'instant, depuis tout petit, j'ai rêvé d'être artiste peintre et de vivre de mon art. Si j'en vis et que je peux vivre de ma passion en même temps, je fais d'une pierre deux coups, ça me fait vivre et lorsque je travaille, je ne suis pas dans un labeur, excusez-moi l'expression, je m'éclate carrément. Tu prends du plaisir dans ce que tu fais? Je prends du plaisir dans ce que je fais. D'accord, on va parler des difficultés que tu en as vécues. Oui, ça n'a pas été facile lorsque j'ai pris mon autonomie pour vivre de mon art. J'ai des amis artistes en France qui sont obligés de prendre un autre travail en plus parce qu'on ne peut pas vivre que de son art. Et j'ai traversé cette période-là. Une exposition avait été organisée à Abidjan où ça a explosé. Je fonce dans ma passion. Alors, y a-t-il un sujet qui a trait à la peinture dont tu aurais souhaité qu'on parle, Amos? Moi, je vais juste inviter, exhorter les artistes à aller vers le beau. C'est ça la définition de l'art. L'expression d'un idéal de beauté. C'est vrai, cet idéal est relatif, oui, selon les personnes, mais le beau est universel. Tant que l'individu créera son beau, le beau selon lui, et que c'est le reflet de ce qu'il porte à l'intérieur, son art touchera toujours et il provoquera des coups de cœur. Très bien, justement, ils sont nombreux les jeunes qui vous regardent, des peintres, bien sûr, en puissance comme Toura, comme bien d'autres à travers le monde. Est-ce que tu as un message particulier pour eux? C'est un métier passionnant. Nous allons rencontrer des embûches, mais il faut du courage, il faut beaucoup travailler, il faut être à l'atelier.
on dort beaucoup moins, j'ai beaucoup de cernes, mais il faut ça pour pouvoir en vivre. On est obligé de s'armer de courage, de foncer dans ce que l'on aime et de chercher le plus possible jusqu'à ce que la porte qui nous est réservée s'ouvre et on est à l'aise après tout. Modèle pour jeunes aujourd'hui a reçu Stéphane Dibi, plus connu sous l'appellation artistique de Amos. Jeune peintre ivoirien attachant et plaisant, nous a fait vivre sa passion qu'est la peinture. Amos, merci encore une fois. Merci. Expression jeune pour aujourd'hui, point final. Merci, bonne suite de programme sur RTI 2 et sur Fréquence 2. Salut, au revoir. Thank you.